Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le dimanche 6 mai 2018, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de votre journal. Hier samedi, le président sierra-léonais s'est rendu dans les locaux du CNRA à Yopougon à Diopodoumé pour s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de recherche agronomique. La qualité des infrastructures et le riche potentiel agricole ivoirien ont particulièrement séduit le président Julius Maada Bio. Le rideau est tombé sur le 4e congrès extraordinaire du RDR. Le parti a adopté hier les textes portant création du parti unifié RHDP. Le but est de faire fusionner en un seul et même parti les formations politiques de la coalition au pouvoir en vue de la présidentielle de 2020. Après les opérations Épervier 1 et 2 menées sur tout le territoire ivoirien, la police nationale vient de lancer Épervier 3, une opération de sécurisation qui vise à faire baisser le taux de criminalité dans le district d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. L'AISA, l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, a été créée en 1981 par les premiers chercheurs ivoiriens travaillant dans différentes institutions de recherche françaises opérant en Côte d'Ivoire. L'objectif de l'AISA est de promouvoir la recherche agronomique et participer au développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Après 20 ans d'interruption, l'AISA vient de tenir à Korogo, au nord du pays, ses 8e assises qui avaient pour thème changement climatique, agriculture durable et innovation en zone de savane soudanienne, cas de la région du Poro. Quels ont été les résultats de ces assises? Quelles sont les missions de l'association? Comment lutter contre la famine et surtout, comment assurer la sécurité alimentaire en dépit du changement climatique? Monsieur Atsé, professeur Atsé Bois-Célestin, est sur notre plateau pour répondre à toutes ces questions. Il est le président de l'AISA. Nous allons échanger avec lui dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Je vous retrouve à tout à l'heure, dans 30 minutes. À tout à l'heure, professeur. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio est arrivé à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Hier, samedi, accompagné du vice-président Daniel Kablan-Duncan, il s'est rendu dans les locaux du CNRA, le Centre national de recherche agronomique à Diopodoumé, dans la commune de Yopougon, pour s'imprégner du savoir-faire du centre. Un centre à l'origine de nombreux progrès dans l'agriculture ivoirienne. Le compte-rendu de Jean-Louis Bongo. Invité de prestige ce samedi 5 mai pour le Centre national de recherche agronomique CNRA, le président de la République sierra-léonaise, Julius Maada Bio, est venu s'inspirer de la réussite du fleuron de la recherche agronomique ivoirienne. Le CNRA est en effet à l'origine des bons résultats que l'agriculture ivoirienne ne cesse de réaliser, selon le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques. L'impact significatif de la recherche scientifique sur l'essor du secteur agricole a permis à notre pays d'accomplir des programmes substantiels dans de nombreux domaines. Qu'il s'agisse du domaine des cultures d'exportation ou des cultures pour assurer la sécurité alimentaire, notre pays a réalisé de nombreuses performances qui ont hissé notre agriculture au premier plan africain et mondial dans plusieurs domaines. Des résultats rendus possibles par la recherche agronomique, elle-même boostée par la vision des autorités ivoiriennes qui ont initié les politiques et programmes adéquats. Une vision dont veut s'inspirer également Julius Maada Bio. Ce que nous avons vu, nous voulons vraiment mettre tout cela en œuvre chez nous, afin que nous puissions être mis en relation, on puisse travailler la main dans la main. Les Africains doivent être des Africains partout et nous devons être capables de nous tenir un langage de solidarité donc, par rapport à ces riches expériences. Le président sierra-léonais a plaidé pour une intégration régionale au niveau de la recherche agronomique. C'est au laboratoire central de biotechnologie qu'il a achevé sa visite au CNRA. Un laboratoire dont le but est de soutenir les programmes de recherche sur les ressources génétiques et les productions agricoles.
Je vous le disais en titre, le 4e congrès extraordinaire du RDR, c'est fini. Le RDR a adopté hier les textes portant création du parti unifié RHDP. Le 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains s'est donc tenu ici à Abidjan en présence du président Alassane Ouattara, président d'honneur du parti, et tous les hauts cadres du RDR. C'était au Parc des Sports du côté de Trècheville. Retour sur la cérémonie d'ouverture de ce congrès avec Viviane Haïm. Ce congrès extraordinaire du RDR, convoqué ce samedi 5 mai, soit 9 mois après le dernier congrès ordinaire en date de ce parti, a enregistré une fois de plus une mobilisation record. La bonbonnière du Palais de la Culture refusait du monde. Quant à l'extérieur du bâtiment, était agglutinée une foule compacte. Il faut relever que l'objet de ce congrès extraordinaire n'est pas des moindres. Il s'agissait en effet d'informer les militants sur la création très prochaine du parti unifié depuis que les signataires de la plateforme RHDP ont signé le 10 avril dernier l'accord politique pour la création du parti unifié. Pour le RDR, ce congrès est donc le dernier virage avant le grand saut dans le parti unifié. On pouvait donc lire sur les nombreuses affiches placardées le RDR mobilisé pour le RHDP unifié. Initiateur avec le président du PDCI, Henri Konan Bédié, du RHDP, le président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président d'honneur du RDR, était présent à l'ouverture de ce congrès. Le président du PDCI était représenté par le ministre Patrick Hachi, cadre de ce parti. Si la direction du RDR affichait son unité face à la perspective de se fondre désormais dans un seul moule avec le PDCI, l'UDPCI, le PIT, l'UPCI et le MFA, reste à faire accepter ce choix aux militants. Dans les différentes interventions, les arguments n'ont pas manqué. Le premier vice-président du RDR, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, surnommé le Lion par les militants, s'est lancé dans l'arène. Encore une fois, il convient de rappeler qu'à l'hôtel du Golfe, lorsque nous y étions, et où il y avait le président de la République et le président Bédié, ils avaient déjà décidé là-bas d'aller au parti unifié. Donc ce n'est pas une idée nouvelle. C'est une idée importante pour la Côte d'Ivoire. Et le comité de haut niveau que nous avons eu l'honneur de coprésider avec le vice-président, avec l'ensemble des partis membres du RHDP, a travaillé et a fourni ces documents. Chers congressistes, vous avez donc aujourd'hui la responsabilité de travailler sur ces documents. Je voudrais vous inviter, conformément à la vision de notre président, conformément à son engagement d'une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire moderne et développée, je voudrais vous inviter à adopter ces documents. La secrétaire générale du parti, Kandia Camara, a plaidé, elle aussi, tout comme le président du comité d'organisation du congrès, Adama Bictogo, et la présidente du RDR, Henriette Dagri Diabaté. Allons au parti unifié pour davantage rassembler la Côte d'Ivoire. Allons au parti unifié pour davantage consolider la réconciliation nationale. Allons au parti unifié pour davantage garantir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Allons au parti unifié pour mieux mettre en valeur la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny. Alors, vive le RHDP unifié, vive la Côte d'Ivoire rassemblée, unie, paisible, prospère et émergente. Monsieur le Président, un nouveau contrat de confiance est à nouveau au rendez-vous entre vous et les militants du RDR. C'est le contrat du parti unifié. Nous sommes prêts, nous sommes engagés parce que lorsqu'il s'agit du président Alassane Ouattara, tous les militants du RDR sont engagés. Oufouettistes de tous les partis, nous avons raison de nous rassembler. Nous savons qu'ensemble, si nous restons conscients de notre responsabilité à l'égard du pays, la Côte d'Ivoire restera stable pour longtemps. Représentant du président du PDCI, le ministre Patrick Hachi a donné lecture du message de solidarité du président Henri Konan Bédié au RDR. Le président Henri Konan Bédié
vous félicite pour cette parfaite organisation et cette mobilisation exceptionnelle. Ainsi, vous avez décidé de tenir les assises de ce présent congrès, un congrès extraordinaire dont le thème, le RHDP, parti unifié, une nouvelle chance historique pour la Côte d'Ivoire. Parce que les enjeux du moment méritent que des décisions particulièrement importantes soient prises. À présent, il s'agit de faire un pas supplémentaire dans la bonne direction, celle de la consolidation de nos ententes, de notre union, de notre rassemblement, de notre cohésion, du vivre ensemble dans la paix pour la gestion commune de notre pays en vue de son émergence politique, économique et sociale. Quant à l'UDPCI, également signataire de l'accord politique pour la création du parti unifié, son président, le ministre Albert Mabry-Touaqueuse, est venu exprimer ses encouragements au RDR. Je voudrais saluer le RDR, saluer ses instances, saluer tous ses militants et leur exprimer notre solidarité et notre fraternité. Notre solidarité au moment où vous allez prendre une décision importante et vous dire simplement la confiance que nous avons en vous pour que le rassemblement des Ivoiriens et la voie de la paix, la voie du dialogue, soit la voie que le RDR réaffirme à nouveau, puisque c'est la voie que vous avez choisie en vous mobilisant autour du président de la République. Après les différentes allocutions qui ont marqué l'ouverture du congrès, les congressistes devaient se retrouver en atelier pour étudier les textes du parti unifié afin de les valider. Et oui, le RDR a adopté les textes portant création du parti unifié RHDP. Le président Alassane Ouattara, qui était en sa qualité de président d'honneur, s'est prononcé. Il a livré un discours au Palais des Sports de Treichville. Voici un extrait de son intervention. Le RHDP se constituera avec ceux qui le voudront bien. Et je prends donc acte de la décision de l'UPC de ne pas faire partie du RHDP, en tout cas à la date d'aujourd'hui. Alors maintenant que nous avons les textes fondateurs et l'accord politique, et conformément à la volonté exprimée par nos militants, je demande à la direction du RHDP de procéder au dépôt des textes au ministère de l'Intérieur pour créer le RHDP. Et pour la consolidation du RHDP, je propose l'organisation du congrès constitutif du RHDP dans les meilleurs délais pour nous permettre d'asseoir le RHDP dans toutes les régions de notre pays. Cela me paraît indispensable, car une élection présidentielle se prépare plusieurs années à l'avance. Et je voudrais insister pour dire que ce congrès constitutif devra poser les bases du choix de notre futur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et comme convenu, dans l'accord politique signé par tous les responsables des partis membres du RHDP le 12 avril dernier, ce choix sera démocratique, car le RHDP, c'est la démocratie. Et j'ai toujours indiqué que tout le monde pourra être candidat en 2020. Oui, donc n'ayez nulle crainte que personne ne se sente exclu. La démocratie jouera pour que ce soit vous, les congressistes, vous qui allez désigner le candidat que nous présenterons tous ensemble pour les élections présidentielles de 2020. Et je voudrais insister pour dire que le meilleur d'entre nous sera désigné comme le candidat unique du RHDP.
Ils étaient des milliers de participants à ce congrès, un RDR mobilisé pour un RHDP unifié. Et voilà le thème de ce 4e congrès extraordinaire qui aura donc réussi le pari de la mobilisation. Ahmed Traoré, à Boussanogo. Forte mobilisation ce samedi des militants du Rassemblement des Républicains. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur prendre part à ce grand rendez-vous de leur parti. Nous aujourd'hui en tant que jeunes panafricains et jeunes aujourd'hui qui voulons réellement de l'émergence de notre pays, il était important d'apporter notre plébiscite à cette activité avec pratiquement près de 500 jeunes. Une bonne mobilisation comme vous le constatez parce que le RDR vit un de ses grands jours aujourd'hui encore parce que appelé à donner une position précise sur la question du RHDP. Et la question du RHDP étant une logique, une rigueur et une espérance même pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qui justifie le rassemblement de tous ces jeunes pour dire oui à l'orientation nouvelle que le président Alassane Ouattara donne à la Côte d'Ivoire. De longues files d'attente pour avoir accès à l'enceinte du palais des sports de Treichville. Dehors, l'on a du mal à se frayer un passage. La sécurité veille au gré. À l'intérieur du palais, un site qui a refusé du monde. Une ambiance entretenue par des artistes de renom. Ce congrès extraordinaire du RDR a tenu le pari de la mobilisation. Les militants statutaires du RDR sont venus très nombreux donner leur position sur le projet de parti unifié. Vraiment, la Côte d'Ivoire donne un exemple. Le PDCI, le RDR et tous les alliés donnent un exemple à toute l'Afrique. Je pense que c'est nécessaire pour vraiment consolider les acquis. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bon de se réunir en frères et de vivre ensemble. Et ça permet effectivement de rassembler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Nous voulons pour la stabilité de ce pays, comme l'a dit nos devanciers, que l'union fasse la force. Et c'est les sillons de ce devenir pour la Côte d'Ivoire que nous sommes venus assister au congrès du RDR. Participer activement au projet de parti unifié, une fierté pour les participants. Nos grands-parents ont créé le Rassemblement démocratique africain, le PDC-RDA. Par la suite, nos parents ont mis sur pied le Rassemblement des Républicains. Mais aujourd'hui, notre génération est témoin de la naissance du parti unifié RHDP. C'est une grande joie. Et cela est à mettre à l'actif d'un homme à renommée internationale, Alassane Ouattara. Oui, c'est un grand jour pour le RDR. Ce 4e congrès extraordinaire vient remettre les opinions à jour parce qu'il y a trop de commentaires qui se font. Et je pense que le RDR, en tant que parti membre du RHDP, doit se donner des moyens pour communiquer avec la base. RHDP, parti unifié, une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de ce 4e congrès extraordinaire. Il se déroule sur une journée. Nos reporters ont tendu leur micro à quelques-uns des participants. Tour d'horizon de quelques réactions. Ce 5 mai constitue un turning point dans l'histoire de notre parti. Voyez que la vie de notre parti est séquencée. Et aujourd'hui, dans notre marche triomphale, c'est une séquence importante qui se joue. Nous saluons l'initiative. C'est une bonne chose. Tout ce qui peut amener la paix en Côte d'Ivoire, nous sommes tous partants pour ça. Nous sommes déjà dans les habits du parti unifié. Tous les cadres du Bouaké, tous les militants du Bouaké, après près de 3 mois de sensibilisation, sont mobilisés à aller au parti unifié. Du parti unifié, c'est un rêve. C'est un rêve qui deviendra une réalité parce que personne n'est sans ignorer la force de cette union depuis plus d'une dizaine d'années qui a changé la vie des Ivoiriens. Oui, le RHDP, c'est le rêve. C'est un jour historique, à l'instar de l'appel du stade Géo-André en 1958. Nous sommes en train de poser les bases d'un parti unifié pour la paix, la stabilité, l'union des frères et des sœurs, enfants de Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes très heureux d'être à ce congrès extraordinaire aujourd'hui, puisque comme l'a si bien dit son Excellence Monsieur le Premier ministre, les militants du RDR avaient tous souhaité, n'est-ce pas, avaient instruit lors de notre congrès, le dernier congrès que nous avons fait, le président de la République, afin qu'on aille au parti unifié. C'est la paix garantie pour notre pays, c'est le développement garanti pour notre pays pour les années qui viennent. C'est l'un des grands chantiers du président Alassane Ouattara
les chantiers ne doivent pas se résumer qu'à bâtir des routes, qu'à régler les questions économiques. Mais il faut arriver en fait à mettre en place les conditions de paix durable. Et tout le monde sait que si le PDCI et le RDR, l'UDPCI en plus et d'autres partis se retrouvent dans un parti unifié, forcément ce parti va garantir en tout cas la stabilité de notre pays pour plusieurs décennies. C'est une occasion pour saluer et rendre hommage à deux hommes de vision, le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié, pour leur sacrifice pour la recherche de la paix, la solidarité, afin de conduire les Ivoiriens sur la voie de la construction durable de leur développement dans l'intérêt et le bonheur de tous. Voilà pour le chapitre 4e congrès du RDR, congrès extraordinaire du RDR, le rassemblement des Républicains. Autre chose à présent, après les opérations Épervier 1 et 2 menées sur tout le territoire ivoirien, la police nationale vient de lancer Épervier 3. Il s'agit d'une opération de sécurisation qui vise à faire baisser le taux de criminalité dans le district d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Le témoignage d'Abou Sanogo. L'épervier étend ses ailes dans le district d'Abidjan. L'opération Épervier 3 sur Abidjan Sud lancée par la police nationale dans la commune de Koumassi. Ses missions, lutter contre la grande criminalité, les incivilités, la prolifération des fumoirs, les plaques d'immatriculation banalisées, les installations anarchiques des gares routières et lutter contre les vitres teintées. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, invite à cet effet ces hommes à plus de professionnalisme. Je voudrais inviter les unités opérationnelles engagées dans la conduite de cette opération Épervier 3 sur Abidjan Sud à faire preuve de professionnalisme, de courtoisie, d'abnégation et de respecter les principes du travail bien fait au profit des populations et des institutions de la République. Je vous engage à faire une application rigoureuse des dispositions légales et réglementaires en vigueur, afin de contribuer résolument à la quiétude des populations. Le premier trimestre de l'année 2018, 1064 fumoirs ont été détruits, 27 gares anarchiques démantelées, 26 898 personnes interpellées, 1646 personnes déférées, 148 vendeurs ambulants déférés et d'énormes quantités de produits prohibés et de drogues saisies. La lutte continue, la traque de malfrats continue. Ils seront traqués jusqu'à les derniers retranchements. Cela offrit à nos concitoyens, à nos populations, des nuits paisibles, des journées agréables et des circulations assurées dans la zone sud et sur tout le territoire du district d'Abidjan. Cette opération qui va mailler spécialement la zone sud au pont Félix Houphouët-Boigny va engager 2000 policiers et gendarmes. Et une autre preuve de l'efficacité de ces opérations éperviers, c'est l'arrestation cette semaine à Boaké de 2 individus par les éléments du CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles. Ils ont été interceptés avec 54 kg de cannabis. Ces jeunes gens ravitaillaient de nombreux réseaux de consommateurs de drogue, dont des étudiants de la région de Boaké. Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO Boaké. 2 individus avec des valises. Le décor pourrait bien ressembler à des voyageurs ordinaires. Erreur, ces individus transportent de la drogue, précisément du cannabis, 54 kg au total. Suite à une information anonyme, l'étau s'est resserré autour de l'un d'entre eux, étudiant à Boaké. La perquisition de son domicile a permis de trouver toute cette quantité de drogue. Sa mission, ravitailler certains étudiants de l'université Alassane Ouattara et de certaines grandes écoles de Boaké. Dans les universités et les grandes écoles, à tous ceux qui consomment la drogue et qui vendent la drogue, je leur dis, je leur conseille d'arrêter et ce n'est pas une bonne chose. Oui, je regrette. Les forces de défense et de sécurité basées à Boaké restent déterminées à démanteler tous les réseaux de dealers. Boaké, vous savez, Boaké pour nous, c'est un enjeu. Voilà. Boaké sort d'une crise. Donc nous sommes venus là, c'est pour faire la promotion de la destination Boaké. Voilà, donc il faut déblayer, nettoyer Boaké de tous les déchets pour que les gens puissent venir. Parce que c'est la drogue là même là qui nourrit la criminalité.
Cette prise s'inscrit dans le cadre de l'opération Épervier 3 qui suit son cours à Bouaké. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a été reçu récemment à la Chambre des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro. À l'invitation des rois et chefs traditionnels, Sanson Kambilé est allé échanger avec ses hôtes sur les dispositions de l'article 175 de la Constitution. Le reportage de Charles Tatou, notre confrère de RTI Bouaké. Institution traditionnelle regroupant rois, chefs de canton, chefs de tribu et chefs de village. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a en charge la valorisation des us et coutumes, la promotion des valeurs de paix, de développement et de cohésion sociale, puis le règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés. Toutes ces attributions sont des dispositions de l'article 175 de la Constitution ivoirienne. Pour réaliser donc sans reproche ces missions, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a invité le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Objectif, échanger sur l'article 175 de la Constitution. Ces autorités morales ont voulu que le ministre de la Justice que je suis échange avec eux sur des dispositions constitutionnelles. Mais c'était vraiment des échanges dynamiques. On est allé au-delà de cela, nous avons évoqué plusieurs questions. Et comme je l'ai dit aux rois et chefs traditionnels, le ministère de la Justice est prêt à les aider, à les conseiller pour un bon fonctionnement de la Chambre des rois et chefs, qui est une institution de la République qui doit servir l'intérêt général. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est représentée dans chaque région administrative par un comité régional. Je vous ramène à Bouaké, cette fois pour parler pénurie d'eau, une situation qui perdure dans la capitale de la région de Bouaké. Mais heureusement, tout est mis en œuvre pour trouver une solution et la Banque mondiale se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire pour y arriver. Une mission de haut niveau de l'institution financière conduite par le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire a fait récemment le déplacement de Bouaké pour toucher du doigt la réalité. Et bonne nouvelle, 5 milliards de francs CFA seront dégagés pour financer les actions urgentes. On retrouvera le report Kader Sorodogo dans nos prochains journaux pour son reportage. D'ici là, venons-en à la deuxième édition du prix Cheikh Yacouba Sylla du meilleur acteur de développement des régions. C'est à l'initiative de l'ONG Investir qui entend ainsi contribuer au développement des régions. Lors de cette cérémonie, les acteurs de développement de 4 régions ont été distingués et plusieurs agents de la RTI ont été récompensés pour la qualité du travail accompli. Reportage Nadia Eja dans un récit de Serge Colléa. 11 lauréats sur les 20 nominés de la deuxième édition du prix Cheikh Yacouba Sylla du meilleur acteur de développement des régions. Dans les catégories bâtisseurs émérites et œuvres sociales éducatives, les élus locaux et cadres des régions du Go, du Boclé, du Haut-Sassandra et de la Nawa ont été honorés. Le prix d'or a été décerné à Alexandre Draman, cadre de la région du Lodjibois, initiateur du Diaka Festival. Dans la catégorie promotion d'envergure culturelle, les prix sont revenus à Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, et Caroline Da Silva, présentatrice. Ces deux agents de la RTI sont récompensés pour la qualité de leur travail. C'est plus qu'une récompense pour moi. C'est un signe d'humilité et aussi c'est un grand défi à relever. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons à travailler parce qu'il faut laisser quelque chose à la postérité. Mention spéciale à Dame Tina Guidran, femme autodidacte qui n'a pas connu l'école, mais surtout femme autonome et entreprenante au service des autres. Que les femmes soient braves, qu'elles continuent de travailler, d'avoir la foi, de travailler. Le travail porte du fruit, la récompense. L'ONG Investir existe depuis 2011. Le prix Cheikh Yacouba Sylla s'inscrit dans la droite ligne de la mission de développement communautaire que s'est assignée cette organisation. Nous avons mis ce prix en place à Nemo pour encourager, pour exhorter les cadres à développer leur région,
à aider les gens. Parce que Yacouba Sylla, il était très humaniste. Aux jeunes et aux cadres, je me fais fort de vous traduire le message du calife Cheikh Yacouba Sylla. Il insiste sur la réconciliation. D'abord, au sein de sa ville natale, Gagnoa, les cadres de Gagnoa. Parce que sans réconciliation, sans entente entre les cadres, entre les fils d'une région, Gagnoa ne pourra jamais amorcer son envol économique. Et pourtant, une région si riche de sa diversité. Cheikh Yacouba Sylla était un guide spirituel de la communauté musulmane amaliste. Il a contribué par ses actions au développement de Gagnoa, notamment par l'électrification. Et voilà qui nous conduit directement au magazine du dimanche. Notre invité, professeur Atsé, est installé. Notre entretien, nous allons l'entamer dans 2 petites minutes, juste le temps de suivre cet élément. Végétal ou animal, la semence est au début et à la fin de tout investissement agricole. Avis des scientifiques qui préviennent qu'avec les changements climatiques, il y aura de moins en moins d'eau et les engrais coûteront plus cher. Comment alors disposer de variétés qui résistent à ces aléas climatiques? Voilà qui explique ces échanges dans le cadre des 8e assises de l'AISA, l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. Comment faire en sorte, ne serait-ce qu'à court et à moyen terme, d'améliorer la qualité de ces semences de façon à ce que les semences qui arrivent chez le producteur soient en grande partie des semences de bonne qualité, que ce soit du secteur formel que du secteur informel. Il faut voir aussi les pratiques culturelles de nos producteurs, parce que les mauvaises pratiques culturelles peuvent exacerber l'effet du changement climatique. Autre question évoquée, la gestion des ressources en eau. Il s'agit d'aider les paysans à contourner la sécheresse provoquée par les changements climatiques. Question de garantir les productions agricoles. Recueillir de l'eau de pluie au niveau des bassins ou au niveau juste des digues qu'on va créer des petits trous pour mettre de la semence à l'intérieur avec le fumier pour que chaque plante qu'on met en terre puisse bénéficier de l'eau dont elle a besoin. Au total, 15 propositions au terme des 8e assises de l'AISA. Les experts regroupent ces recommandations en 10 idées projets à développer pour adapter l'agriculture de la zone de savane au changement climatique. Merci Léon Brault. Alors, professeur, qu'est-ce que l'AISA? Oui, parlez-nous-en, dites-nous les missions de l'AISA. Merci bien. Permettez, avant d'aborder votre question, permettez que je remercie ceux qui nous ont permis d'organiser ces assises. En premier lieu, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il était le parrain de ces organisations. En deuxième lieu, le Premier ministre, le ministre du budget, portefeuille du gouvernement, et puis ministre d'État, portefeuille du gouvernement, qui est aussi le parrain de ces assises. Il était important de souligner au début de cette émission, de les remercier, et remercier aussi le ministre de l'Agriculture, qui était le président de ces assises. Je voulais terminer ces remerciements par remercier Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique, qui a effectué le déplacement jusqu'à Korogo au nom du Premier ministre et aussi également au nom du gouvernement. Donc c'est important quand même qu'on entame de faire ces remerciements. Mais l'AISA, c'est quoi exactement? L'AISA, c'est l'association des sciences agronomiques qui regroupe un certain nombre de chercheurs, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Il y a les chercheurs, les enseignants-chercheurs, il y a les ingénieurs agronomes, les techniciens supérieurs. L'AISA a été créée en 1981 par nos anciens, nos devanciers, qui l'avaient créée dans le souci de se retrouver, mais également de participer au développement de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est l'impulsion. D'accord. Et alors, quelles sont les missions de l'association? Oui, les missions de l'association sont des missions très simples. La première des missions, c'est de se retrouver en tant que scientifique, travaillant dans le même domaine, de se retrouver, mais de participer effectivement au développement agronomique de la Côte d'Ivoire et aussi d'apporter l'amélioration d'un certain nombre d'activités pour la population, travailler pour la population, mais surtout aussi diffuser les résultats de nos travaux de recherche.
puisqu'on a beaucoup de travaux de recherche qui sont dans nos tiroirs. Il fallait trouver un cadre pour les diffuser, pour les publier et pour être au contact de la population. C'était ça d'abord les objectifs de l'AISA, à la création de l'AISA. Quels sont vos domaines d'activité? Nous avons beaucoup de domaines d'activité. Ça regroupe quasiment tout ce qui est sciences agronomiques. Je parle de sciences du sol. Partons d'abord par les sciences du sol. On a aussi la pêche et l'aquaculture. On a également aussi tout ce qui est agroforesterie. Nous avons également aussi tout ce qui est zootechnique, tout ce qui est technologie, les sciences technologiques. Nous avons aussi l'amélioration des plantes. Et puis aussi tout ce qui concerne l'environnement dans son ensemble. Nous participons aux travaux sur l'environnement. Et puis également aussi au niveau de tout ce qui est pollution de milieux de production, mais également aussi tout ce qui englobe dans un grand sens tout ce qui est végétal. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, ça ce sont vos domaines d'activité. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Quelles sont les actions majeures de l'AISA depuis sa création? Depuis quoi? 37 ans, on va dire. Oui, l'AISA a fait beaucoup de choses. Bon, malheureusement, ce n'est pas très connu du public, mais ceux qui sont les bénéficiaires le savent très bien. L'une des premières choses que l'AISA a fait, c'est à partir des années 80, déjà 85, l'AISA a commencé les assises. Les premières assises ont été organisées sur l'impulsion du premier président de la République, le feu Félix Houphouët-Boigny, c'était Yamoussoukro. Il fallait donner l'agriculture tout son sens en accompagnant l'agriculture par la recherche scientifique. C'était ce qu'on disait, le développement de ce pays repose sur l'agriculture, mais ce que nous, on devait encore compléter, c'est que le développement de l'agriculture repose sur les sciences agronomiques. Donc c'était ça, d'abord, il fallait donner comme impulsion au développement. Et puis après, l'AISA a organisé d'autres assises à Dembokro, à Mans, à Korogo, partout, quasiment 7 assises. Et ces assises ont permis donc le développement de certaines cultures. Je prends le cas, par exemple, de l'EVA. En son temps, l'EVA n'était pas dans la zone de Dembokro, c'est-à-dire le centre-ouest. C'était l'EVA, cette partie, c'était la boue de cacao avant. Il fallait oser venir dire aux gens qu'il fallait cultiver l'EVA. Mais on avait raison, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cacao là-bas. Le cacao, quand il n'y a plus de cacao, la boue de cacao s'est déplacée. Et ce qui restait, c'est le palmier à huile, c'est l'EVA. Ce sont les cultures que l'AISA, dans ces activités, ont amenées. Voilà, et là, après cette édition, vous venez d'organiser les assises de Korogo, les 8e du genre. Parlez-nous-en. Oui, les 8e assises de Korogo étaient sur une thématique très importante, qui est une thématique planétaire. Il s'agit de changement climatique. Dans le thème que nous avons choisi, c'est changement climatique, agriculture durable, innovation dans la zone de savane soudanienne. Et surtout, on a pris un cas particulier, c'est le cas de la zone de la région de Poro. En fait, si vous regardez dans notre cartographie en Côte d'Ivoire, c'est la zone du Nord. Et les changements climatiques impactent beaucoup l'agriculture dans ces zones-là. Et c'est pour ça qu'on a souhaité se retrouver dans ces zones en appelant tous les chercheurs, les enseignants, les agronomes, également aussi les décideurs et même aussi les paysans, les parents, pour se retrouver et pour échanger sur ces thèmes et pour apporter une contribution, une solution au changement climatique. C'est ce qu'on a essayé de faire à Korogo. Et après 20 ans d'interruption, parce que depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'assises, qu'est-ce qui a motivé celle-là, ces assises, ces 8e assises de Korogo? Bon, je pense que d'abord, ça, bon, c'est pas de façon personnelle. Vous savez, en 2017, c'était le renouvellement du bureau exécutif national. Et il fallait que chaque candidat qui venait pour se faire élire comme président devait présenter un programme. Et moi, dans mon programme, j'avais dit qu'il fallait relancer les assises. On pensait que c'était l'utopie parce que ça fait 20 ans que ces assises étaient là. Mais moi, je pensais qu'il fallait quand même le faire parce que les assises, c'est l'activité importante pour l'AISA. Le deuxième élément qui a joué aussi, c'est qu'on parle de plus en plus de changement climatique et chaque pays, après la COP 21, la COP 22, jusqu'au maintenant on parle de la COP 24, chaque pays devait quand même s'organiser pour faire face au changement climatique. Et on a trouvé que c'était quand même un défi important. Il fallait qu'on se retrouve sur cette thématique pour permettre de voir les solutions apportées, surtout pour la sécurité alimentaire et puis aussi pour tout ce qui est agriculture. Donc c'était important qu'on se retrouve et c'est ça qui a motivé le choix de ces assises et encore la région pour laquelle nous l'avons organisée. Alors vous avez dit tout à l'heure que le Nord est beaucoup affecté, l'agriculture en tout cas dans le Nord de la Côte d'Ivoire, beaucoup affectée par les changements climatiques. Mais pourquoi le choix de Korogo précisément? Oui, le choix de Korogo,
il y a beaucoup de raisons. Mais je vais en citer là principalement 3 raisons. La première raison, c'est que la région de Korogo, c'est une région productrice de céréales. Tout ce qui est céréales, je pas de maïs, je pas de riz, je pas de sorgho. C'est le grenier. Une bonne partie de la Côte d'Ivoire se ravitaille de ces zones-là. Et ça, c'est une agriculture qui était faite de façon plus ou moins familiale. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, il y a aussi tout ce qui est activité agro-industrielle. Nous avons la canne à sucre, nous avons le coton, nous avons maintenant l'anacade qui prend maintenant de plus en plus de la place, et puis aussi nous avons, comme ça s'appelle, la mangue aussi. Donc ça, c'est quand même important que toutes ces spéculations qui sont toujours impactées par le changement climatique, il fallait quand même y avoir. Et puis la troisième raison, pour moi, qui est la principale, c'est que ce n'est pas pour les flatter. Le peuple de Korogo, la population de Korogo, c'est des travailleurs, c'est des gens qui sont très, très laborieux. Donc, on a voulu les aider, les accompagner en organisant des assises dans leur région. Donc, c'était vraiment les trois raisons principales. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises? Beaucoup de choses, je pense. Beaucoup de choses. Dites-nous-en deux, trois choses. Ce qu'il faut retenir d'assises, d'abord, pour en arriver là, il fallait dire que on attendait au départ une centaine de personnes, une centaine de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, d'organismes. On s'est retrouvé avec 230 et quelques personnes. Donc, quasiment, le taux de participation a complètement doublé. Et dans ce taux de participation, il y avait les populations, il y avait également aussi tout ce qui est l'ONG, l'organisation coopérative, mais il y avait aussi beaucoup de scientifiques qui s'étaient retrouvés là-bas, qui étaient venus quasiment de toute la région de la Côte d'Ivoire, et même encore à l'extérieur. Donc ça, ce qu'on avait fait, ça c'était d'abord se retrouver. La première chose, c'était se retrouver, discuter des changements climatiques, trouver les solutions. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il fallait créer maintenant une plateforme. C'était pour créer une plateforme d'échange entre nous, d'échange d'expériences surtout, parce que chacun, plus ou moins, avait ses expériences. Il fallait trouver un cadre pour échanger ses expériences et puis voir qu'est-ce qu'on peut tirer de sens. N'oubliez pas aussi que nos parents, ils ont aussi la solution des changements climatiques, parce que là, de façon empirique, ils ont déjà les solutions. Il fallait les impliquer pour qu'ensemble, on puisse définir les cadres. Voilà, c'était l'élément important. D'accord, changement climatique, on sait que c'est un phénomène qui ne touche pas que la Côte d'Ivoire. Quelles sont effectivement les conséquences du changement climatique sur l'agriculture? La conséquence qu'il faut d'abord dire, c'est que le changement climatique, d'abord, c'est le changement de la température. Et puis, deuxième chose, c'est les déficits en eau. Les déficits en eau qui sont très importants parce que là, on parle il y a la pluviométrie qui baisse, soit les pluies sont décalées. Ce sont ça les éléments du changement climatique. Et les impacts sur l'agriculture, c'est très important. D'abord, dans un premier temps, si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas cultiver, ou vous commencez à cultiver, vous vous rendez compte que vous avez planté, il n'y a plus d'eau pour arroser. Ça, c'est le deuxième problème. Troisième chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de parasites, d'insectes, qui ont commencé à proliférer parce qu'il y a une augmentation du niveau de la température et ils ne sont plus dans leur zone, ils sont déplacés dans les zones où avant ils n'étaient pas. Donc il y a aussi des insectes ravageurs qui ont commencé donc à planter. Il y a même aussi un certain nombre de plantes, je peux dire, des plantes sauvages qui ont commencé maintenant à se développer dans certaines régions. Dans certaines régions. Donc c'est très important qu'on se retrouve pour en parler et pour discuter de tous ces éléments-là. Bien sûr. Et quelles sont les solutions que vous proposez pour éviter la famine et surtout garantir la sécurité alimentaire? Beaucoup de solutions ont été trouvées au cours de ces assises, ont été proposées plus ou moins. L'une des premières solutions, c'est qu'il faut repenser quasiment l'agriculture. C'est pas l'agriculture de subsistance que nous avons, l'agriculture familiale, où on a besoin d'attendre la pluie maintenant avant de faire l'agriculture. Il faut repenser parce que la pluie n'est plus au rendez-vous comme il faut. Il faut maintenant recueillir les petites pluies qui arrivent dans les bassins ou dans les systèmes qui nous permettent de les réutiliser. Donc ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, on avait vu dans l'élément tout à l'heure, il y a des nouvelles plantes maintenant qu'il faut cultiver. Il y a des nouvelles semences maintenant qu'il faut cultiver. Ce sont des semences qui sont adaptées à la variation climatique, mais qui sont peut-être des cycles plus courts, qui permettent donc aux paysans de cultiver plus rapidement pendant qu'il y a de l'eau et puis de récolter avant que la saison sèche n'arrive. Donc ce sont des solutions proposées. La troisième et dernière, et surtout la solution, c'est comme dit les pratiques culturelles. Donc il faut adapter les pratiques culturelles parce que avant je sème peut-être au mois de janvier, il fallait pas semer, il faut en semer plus tard. Donc ça, il faut les pratiques culturelles. Donc c'est très important
Bon, je pense que ce sont ces éléments-là que nous avons... D'accord, et puis en une phrase, très rapidement, quelques secondes, à quoi on peut s'attendre comme retombée pour les populations du Nord? Bon, je pense que je suis conservateur, mais permettez, avant d'arriver à cette question, quand même de parler un peu de ceux qui ont permis d'organisation, parce que nous avons travaillé dans le cadre d'un partenariat qui était très important. Et il y a l'université Périforo Bon-Koulibaly, qui était le partenaire au niveau local, et il y a aussi le centre d'excellence pour l'agriculture, le changement, la biodiversité, le changement climatique de l'université Félix Houphouët-Boigny, aussi, qui était le deuxième partenaire. Et pour dire que ces structures existent déjà sur le terrain, ils sont en train de travailler et ils ont même des observatoires qui sont en train d'être mis en place actuellement. Les retombées, les retombées, oui, on a fait des idées projets. On a fait des recommandations à l'endroit des autorités, à l'endroit aussi également de nous-mêmes qui sommes participants, mais on a eu des idées projets. Les retombées, effectivement, c'est la mise en place de tout le programme de retombées qu'on va essayer de mettre en place. Donc c'est ça qui est le plus important. Sinon, on a déjà des projets qu'on a déjà organisés. Merci. Merci bien. Monsieur Atsé, professeur Atsé Bois-Célestin, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président de l'AISA, l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. Et avec vous, nous parlions du changement climatique, de l'agriculture, de la relation entre les deux et de la conséquence de l'un sur l'autre. Merci encore. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. C'est aussi la fin de ce journal. Bon dimanche sur la chaîne Kirassé.